Pourquoi tu aimes tant ton pays? Parce que mon pays, c'est ma maison, c'est ma famille élargie. C'est Pour moi, un citoyen, il grandit en s'imprégnant de son environnement, en s'imprégnant de la culture de son pays. Alors, dans la culture française, pardon, mais elle est merveilleuse, que ce soit sur le plan intellectuel, philosophique, culinaire évidemment, Ouais. architectural. Enfin, on a été à l'avant-garde de tellement de belles choses, et même sur le plan purement humain, on a élevé notre civilisation, la civilisation européenne. Le peuple français, pour moi, était, et peut-être encore un peuple très noble et très exigeant envers lui-même, qui cherche toujours à faire mieux, qui refuse la médiocrité. Et moi, j'ai un amour pour cette mentalité-là, cet esprit-là. Et puis après, il y a cet amour presque au-delà du rationnel. C'est simplement, c'est ma famille, c'est ma maison. Qu'aujourd'hui tu considères ne plus reconnaître? De moins en moins. J'arrive à reconnaître encore un petit peu ma maison quand je m'expatrie en province. Voilà, il y a certains lieux de province où on reconnaît encore la France. Paris, c'est mort. Paris, pour moi, on est annexé totalement. C'est plus la France, et beaucoup de grandes villes aussi sont dans ce cas-là. Bonjour à tous, bienvenue dans les lives du vendredi. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme nationaliste, patriote, mais surtout engagée, militante. Elle fait partie du collectif Eros. Elle va nous parler de ses combats, de ses engagements. Vous allez tout découvrir sur cette jeune femme. En tout cas, je suis ravie de m'entretenir avec elle. Bienvenue Camille. Merci Isa, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Comment vas-tu? Ça va très bien, un peu chaudement, mais c'est un plaisir de retrouver le soleil. Ouais. Et ben moi, je suis ravie de t'accueillir pour parler d'un parcours de femme, voilà, très engagée, très engagée. Et justement, j'aimerais comprendre pourquoi cet engagement. Donc, on va découvrir un peu ton histoire au fil de l'eau. Comme je l'ai dit, tu es la porte-parole du collectif Eros, mais pas que. Ça. Je suis aussi RH chez Eros. D'accord. Voilà, et après j'aide Johan Power sur tout un tas de choses. Comment tu en es venue? Parce que tu as fait quoi comme études dès le départ? C'est des études dans le management. Dans le management. Donc rien à voir avec le militantisme. Après, c'est ma personnalité qui m'a toujours amenée à être engagée. Donc avant à gauche, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais j'ai toujours voulu jouer un rôle dans la société, voulu défendre mes valeurs et mes convictions. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon activité principale. Ah, c'est ton activité, tu t'es consacrée 100%. Voilà, Eros, c'est ma priorité. D'accord. Et je m'épanouis comme jamais. Je vis la meilleure période de ma vie actuellement. C'est vrai? D'accord. Totalement. Et alors, qu'est-ce qui t'a... Comment tu as... déjà, on va, pour nos auditeurs, expliquer c'est quoi le collectif Eros pour ceux qui ne savent pas. Juste présenter ce qu'ils font, leurs combats. Ouais. Alors le collectif Eros, il a été fondé il y a quasiment 2 ans maintenant par Johan Power. Sa problématique, c'était que lui, il est homosexuel et de droite, et il ne se reconnaissait pas dans les associations LGBT qui sont aujourd'hui des associations d'extrême gauche ou au moins de gauche. Et il a pris la parole par rapport à ça de plus en plus. Il a commencé à être sollicité par des personnes sur les réseaux sociaux qui lui ont dit je me reconnais totalement en toi. Moi aussi, je suis homosexuelle et de droite. Johan s'est dit je vais monter un collectif, une association, un collectif pour les homopatriotes. Voilà, c'était ça l'objectif à la base. Donc pour dénoncer notamment les dérives LGBT. Et l'impact d'une certaine immigration sur la sécurité des homosexuels. D'accord. Parce que lui et beaucoup de militants du collectif ont bien constaté que les fois où ils se font embêter dans la rue, voire agresser, c'est plutôt, c'est pas 100%, mais
la plupart du temps un certain profil, qui adhère à une certaine religion, voilà. D'accord. Et ça, il voulait en parler. D'accord. Aujourd'hui, on est ouvert plus largement. Comme vous pouvez le voir, je ne suis ni un homme ni homosexuel. Bon, ça c'est pas écrit sur mon front, mais en tout cas, voilà, quand j'ai rencontré Johan. Alors vous vous êtes rencontrés comment justement? Dans le cadre d'une soirée. D'accord. Il y a un peu plus d'1 an, dans le cadre d'une soirée, voilà, avec des militants de droite. Je l'ai croisé. J'avais déjà entendu parler de lui les mois précédents, donc je m'étais renseignée sur le collectif Eros, que je ne connaissais pas tant que ça. En Oui, fait, puisque toi, comme tu le dis, tu n'es pas forcément de cette orientation, donc oui, au non, départ, du c'était tout. pas forcément Du tout, je destiné. connaissais pas. Et puis, j'étais pas forcément quelqu'un qui était très actif sur les réseaux. Ce qui est paradoxal avec mon personnage aujourd'hui, mais c'est pas mon truc à la base. Donc j'ai découvert Eros et je me suis reconnue dans le combat en fait, parce que je trouve que les dérives des lobbies LGBT, de l'idéologie woke de manière générale, et puis de l'islamo-gauchisme doivent être non seulement pointées du doigt, mais aussi démontées concrètement. J'ai beaucoup aimé moi les méthodes de Johan, donc Johan Power, d'aller faire des caméras cachées, faire des actions vraiment concrètes. Ça c'est le truc qui t'attire. Ça c'est vraiment ce que tu. Ce que j'aime, c'est le terrain, c'est d'aller au front. C'est ça, parce que le blabla, on a bien vu que ça fonctionnait pas. Être devant sa caméra et expliquer que voilà, telle pensée peut avoir telle conséquence, peut représenter tel danger, c'est du blabla. Ce qui convainc le plus les gens, c'est quand on les met face au concret. Donc par exemple, une caméra cachée qu'on a pu faire voilà au sein d'une association LGBT à Lyon dernièrement, où je me suis faite passer avec des militants pour une membre de la communauté LGBT qui était inquiète par un livre qui a été dénoncé par Johan Power, un livre Péché et guérison, qui est vendu en France et qui explique les meilleures méthodes, par exemple, pour tuer les homosexuels, pour tuer les chrétiens, les apostats, les juifs. Ça existe un livre Oui. D'accord. Ouais, ce livre était remboursé par le Pass Culture. Il était vendu à la Fnac, il était vendu sur Amazon. Voilà. Donc moi, je considère ça comme un Mein Kampf islamiste, quoi. Vraiment un appel au meurtre et à la haine. Donc, je suis allée vers cette association en disant, voilà, moi je suis inquiète par rapport à ce livre, on a sorti des extraits, on a essayé d'engager un débat, et puis surtout, j'ai dit, voilà, moi ce qui me fait peur, c'est que l'extrême droite monte encore plus, que les fachos se servent de ça, voilà, pour essayer de les inviter à reconnaître la problématique et à se dire, ouais, il va falloir qu'on reconnaisse le danger que représente l'islamisme en France. Même en tant que stratégie politique, en fait, c'est intéressant de pas laisser cette problématique-là à la droite. Donc j'ai essayé d'aller un peu dans ce sens-là. Rien à faire. La personne a soutenu mordicus que le vrai problème, c'est les hommes de manière générale, blancs, que y a aussi des catholiques qui posent problème. Alors ne parlons pas de l'islam. Et puis elle avait dit aussi, parce que c'était juste avant les municipales, elle a dit oui, et puis là, politiquement, avant les municipales, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. D'accord. Et quand tu vas sur le terrain, concrètement, t'as pas peur, il y a toujours une appréhension, bien sûr, parce qu'on reçoit pas mal de menaces. Ouais, j'imagine. Voilà, on n'est pas aveugle, on voit bien comment les militants de droite se font malmener par la gauche, notamment les antifas. Qui ont un peu les pleins pouvoirs dans la rue, j'ai l'impression. Donc forcément, il y a une appréhension. J'ai pas un gros gabarit, je sais pas. C'est pour ça que je te disais ça. En plus, t'es une femme. C'est ça. Voilà, donc non seulement t'es une femme, t'es pas très costaud et tout ça. Ouais. Donc, et puis c'est dans mon ADN aussi cette non-violence. Moi, il faudrait vraiment que je sois dans un cas extrême de légitime défense pour donner un coup, sinon je reste dans le dialogue
Mais est-ce voilà. que tu as rencontré justement sur le terrain, tu as eu peur pour toi à un moment donné sur une action en particulier? Oui, et ce qui est amusant, c'est que c'était pas n'importe qui, c'était Virginie Despentes. Ah oui. Oui. C'était lors de la Gay Pride l'année dernière, donc avec le collectif, on a fait une action avec des pancartes, voilà, et on criait des slogans. On a malheureusement dû avoir une escorte policière. Enfin, moi, je trouve ça lunaire. Mais bon, on a eu une escorte policière et malgré cette escorte, Virginie Despentes a réussi à se faufiler. Les images sont disponibles sur nos réseaux. D'accord. Et on voit Virginie Despentes face à moi, très proche. En fait, on n'entend pas dans les images ce qu'elle me dit, mais elle me disait « Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux ?» Vraiment un ton de racaille. Et elle était complètement hystérique et vraiment très proche de moi. D'accord. Et je me disais « Mais elle va m'en mettre une. » Elle était vraiment en furie. Bon, bah moi, j'ai continué de crier les slogans. Je me suis dit « Je vais rester stoïque. » Tu savais qui c'était? Sur le moment, non. Non. Alors que à mon époque gauchiste, j'ai lu ses livres et tout ça. Je connaissais le personnage, mais sur le moment, je l'ai pas reconnu. Et Alors juste pour petit rappel, Virginie Despentes. Virginie Despentes, c'est une autrice Ouais. un peu dans la mouvance un peu punk, ultra féministe. Ouais. Voilà, elle a un penchant même anarchiste. Mhm. C'est ce genre de personnage qui aime bien, enfin qui a en tout cas bien aimé la drogue dure. Et on sait que ce genre de personnage, voilà, il peut y avoir des séquelles si. Donc ça fait d'autant plus peur. Et voilà, et la police en fait ne la voyait pas, ce qui est très étrange, ne la voyait pas être agressive comme ça envers moi, et c'est Johan qui a interpellé un policier et D'accord. qui a fait signe. Donc étonnamment, c'est une femme qui t'a, oui, pour l'instant, qui t'a le plus interpellée. Oui. Après sur les réseaux, c'est 90% des hommes. D'accord. Des menaces de viol, des menaces de me faire une Quentin, d'exploser mon crâne sur les pavés. Voilà. Ça, c'est surtout des hommes. Comment on le vit, ça, justement? Parce qu'on parle beaucoup, parce qu'aujourd'hui, bah, il y a les réseaux sociaux. Beaucoup se joue sur les réseaux sociaux. Avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de haine, la déferlante de haine sur les réseaux sociaux, par les paroles et tout ça. Comment toi tu le vis personnellement? Il y en a à qui ça tue, toutes ces remarques. Toi, comment tu le vis? Est-ce que tu as peur pour ta vie? Est-ce que quand tu sors, est-ce que ça a changé les choses pour toi? Est-ce que ça te passe au-dessus? Définitivement, oui, ça a quand même changé quelque chose. Mais il faut vraiment aller loin pour que ça m'atteigne. C'est-à-dire que des petits, c'est toujours grave, mais des messages d'insultes, des choses comme ça, ça me passe un petit peu au-dessus. Mais après, c'est ma personnalité, et puis je suis quelqu'un qui a transgressé déjà dans son parcours politique. Je suis allée à l'encontre de la doxa familiale gauchiste, donc j'ai plus trop ce besoin d'être validée par autrui. Donc quand autrui m'insulte, bon, ça me fait plus grand-chose. En revanche, quand il y a des menaces concrètes de violence, de viol, là oui, ça me fait peur, parce que déjà je sais que si ça arrivait, je serais pas en mesure de me défendre, clairement. Un enfant de 12 ans pourrait gagner un combat contre moi, clairement. Et puis je sais aussi qu'il y a une possibilité de passage à l'acte, que c'est pas des paroles en l'air pour tout le monde. Voilà, bah déjà on connaît bien les islamistes jusqu'où ils peuvent aller. On a eu Ashur Sarnaya en septembre dernier, donc un réfugié syrien en fauteuil roulant de confession chrétienne qui faisait des TikTok pour parler de son parcours de vie, qui a été égorgé à Lyon. Il ne représentait aucune menace en fauteuil roulant, mais il a été égorgé par un Algérien à Lyon en raison de ses idées, sachant qu'il était pas très connu. Et moi, je fais partie d'un collectif qui commence à être connu. Je suis le bras droit d'un homme qui est quand même pas mal connu aujourd'hui, Johan Power.
Donc, je sais que je pourrais être une cible facile. Surtout que vous êtes à visage découvert toujours, oui. Donc tout le monde sait à quoi vous ressemblez. Ouais. Donc j'imagine que c'est devenu un petit peu plus compliqué maintenant pour toi. Oui, il y a toujours cette appréhension. Ouais, t'as toujours cette Toujours, appréhension. je me dis, il suffit qu'une personne me reconnaisse, et c'est fini pour moi. Bah, surtout que Johan m'a déjà raconté, lui, les fois où il a été reconnu, il a déjà subi une agression très grave, où il a fini à l'hôpital. Donc je sais que ça existe et je sais qu'il y a des gens qui rêvent de pouvoir s'en prendre à moi très violemment. Donc du coup, les réseaux sociaux, ça vous aide et en même temps, c'est à double tranchant en fait. C'est-à-dire que vous dénoncez toutes vos actions via les réseaux sociaux, c'est comme ça que vous faites connaître. Et en même temps, il y a le côté positif et le négatif des réseaux sociaux. Aujourd'hui, t'as quelle vision des réseaux ? Les réseaux, pour moi, c'est un outil militant. D'accord. Concrètement, c'est le nouvel outil ? Ah, totalement. C'est le meilleur moyen de communication. C'est le meilleur moyen de se faire connaître, de faire connaître ses idées. Il y a une certaine viralité qui peut être atteinte assez rapidement si le travail est bien fait. Pour moi, les nouvelles générations, elles s'informent en majorité sur les réseaux sociaux, surtout qu'il y a une défiance légitime envers les moyens d'information classiques, la télévision, les journaux. Voilà, on sait qu'il y a un parti pris politique et militant dans les médias mainstream. Qu'il y a un choix éditorial qui est fait et du coup si on veut avoir accès à tout type d'informations, ça se passe sur internet. Après il y a du bon et du mauvais. Il faut être responsable, il y a aussi beaucoup de fake news qui circulent. Mais pour moi les réseaux sociaux c'est un super outil militant. Après il y a des dérives possibles, il faut pas en faire la jauge de sa valeur personnelle. Faut pas devenir fou à comparer le nombre de followers, le nombre de likes. Est-ce que tu es très suivi d'ailleurs ou le collectif est très suivi quel est... Moi je suis pas tant suivie que ça. Pour une personne qui est pas sur les réseaux, elle va dire bon c'est énorme, j'ai 16 000 et quelques followers. Mais après, celui qui est vraiment suivi, donc je parle d'Instagram, c'est là où je suis le plus. Celui qui est le plus suivi, évidemment, c'est Johan. Il a plus de 60 000 followers. Et Eros, alors là, je suis une très mauvaise RH, je sais plus à combien exactement. On est en train de monter. D'accord. Est-ce que vous générez, justement, vous savez un peu c'est quoi vos partisans ? Est-ce que c'est pas forcément ce que tu disais qui est collectif Eros, c'était notamment la communauté LGBT qui se retrouve pas dans les valeurs aujourd'hui, mais il y a pas que. Ah non, pas que. Et on travaille vraiment là-dessus. Des moins jeunes, c'est quoi à peu près ? Il y a vraiment, de tout. En fait, savez combien vous êtes à peu près ? À faire partie du collectif Eros, en termes de militants, on en a, si je mets militants et sympathisants, on en a une centaine aujourd'hui en France quasiment. Après, on a aussi une centaine de militants dormants, c'est-à-dire des personnes qui nous ont contactés pour militer chez nous, mais on n'a pas encore de section près de chez eux. D'accord. Donc on est en attente de création de ces sections-là. Parce que vous êtes où physiquement parlant, mis à part pour l'instant, les sections actives, on a Paris, Lyon et Nice. D'accord. Ce sont les sections vraiment actives. D'accord. Après, voilà, il y a des lieux où ça commence à fourmiller un petit peu. Et voilà. Mais du coup, pour pallier à ça, on a lancé le statut de lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent servir la cause des roses, qui n'ont pas de section près de chez eux, et on leur propose de devenir lanceur d'alerte pour nous, c'est-à-dire de faire un travail de veille médiatique. Je comprends. Et nous tenir informés. Et comment, parce que tu parles beaucoup de politique, de gauche, de droite, du coup, est-ce que ta famille, je sais pas, est-ce que tu es soutenue par tes proches, ta famille
Non. Sauf récemment. Mais alors, ma famille, elle est vraiment de gauche. D'accord. C'est vraiment le cliché. Ça vote LFI, NPA. Les plus soft, ça va être, il y a une écolo dans le lot. Voilà. Donc c'est très à gauche. Je me suis retrouvée un peu seule quand j'ai évolué dans ma pensée propre. Mais après, j'ai la chance d'avoir plusieurs personnes de ma famille qui sont quand même très ouvertes et qui ne m'ont pas tourné le dos pour autant. Les personnes les plus malsaines de ma famille, j'avais déjà coupé les ponts avec elles avant même mon changement politique. Et pour te dire, je vis en colocation avec un membre de ma famille qui est très à gauche, qui est très active aussi dans un collectif féministe d'extrême gauche. Donc c'est très fun au final parce que cette personne, j'ai grandi avec elle quasiment. C'est vrai. C'est comme ma sœur et on se marre. Si je peux me permettre. Après vous êtes des adultes. Je veux dire, chacun ses opinions politiques. C'est pas pour ça que vous pouvez pas être constructif et voilà, on peut avoir des idées complètement à l'opposé, mais quelque part respecter la liberté d'expression de tout le monde. Oui. Mais c'est rare en fait. Je sais pas. Il y a quand même beaucoup de cas de figure où des gens ont vu leur entourage leur tourner le dos à cause de leurs idées politiques. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a beaucoup de familles qui ça divise. Ah oui. La politique, c'est le sujet de division. Mais oui, mais parce que être de droite aujourd'hui, c'est être nazi et fasciste. Donc quand on est dans ce mode de pensée-là, c'est hyper grave d'avoir quelqu'un de sa famille qui est nazi. Et moi, quand j'étais de gauche, j'avais aussi cette vision-là. Voilà, si t'as quelque chose à redire sur la politique migratoire, sur l'identité française, sur voilà la culture française que tu veux mettre en avant, et voilà, si tu veux dénoncer aussi les dérives de l'islam ou des choses comme ça, t'es raciste, t'es méchant, quoi. Et on veut pas être entouré de gens méchants. Donc ces personnes-là, il y a un côté où j'ai fait partie de ces gens-là. J'ai été embrigadée dans cette pensée-là et j'étais convaincue comme eux qu'il y avait le camp du bien, le camp du mal. Donc je peux comprendre ce fonctionnement, mais c'est parce que je le comprends que je pense qu'on doit être d'autant plus direct dans nos discours. À droite, ne plus prendre de pincettes et dire les choses telles qu'elles sont. Mettre les personnes face au concret, face à nos idées, que ça plaise ou pas. Oui, c'est ce que je disais en fait, parce que c'est vos idées qui sont pas forcément en accord avec les idées de tout le monde. Aujourd'hui, peut-être le problème n'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche, mais c'est d'accepter les idées de chacun. C'est ça. En fait, peu importe. C'est ça. Ouais. Ça, c'est. Il y a un bord politique ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est capable d'entendre chaque discours, que ça nous plaise ou pas, que tes pensées plaisent ou pas. Et à contrario dans l'autre parti politique. Donc je pense que il faudrait peut-être même réfléchir au-delà de la politique pour moi c'est ça le vrai vivre ensemble. Justement ce terme très populaire, pour moi le vivre ensemble c'est déjà être en mesure d'entendre un discours contraire au nôtre. C'est ça, pourquoi se disputer sur une différence de pensée en fait. Voilà. Tout simplement, on est tous des individus, donc on a un fonctionnement différent, on a un logiciel différent. Il peut y avoir des nuances, et même au sein même des différents groupes politiques, au sein même de la droite, il y a des désaccords parfois. Mais après, moi aujourd'hui, déjà, je ne fais partie d'aucun groupe politique. Il faut le savoir, il y en a qui ont ma sympathie. Voilà, je me reconnais dans les idées de certains groupes, mais après mon vécu avec LFI, tu te diriges plus, voilà, tes valeurs sont plus en accord avec certaines idéologies que d'autres. C'est pour ça que mais je dois ma loyauté à mes valeurs et mes convictions, pas à des groupes, pas à des êtres humains. Fut un temps, oui, je devais ma loyauté à Papa Mélenchon. Mais aujourd'hui, plus du tout. Si demain il y a quelque chose qui va totalement à l'encontre de mes idées chez, je sais pas, chez Reconquête ou RN ou
UDR, peu importe, j'hésiterai pas à le dire. Voilà, il y a des personnages politiques comme par exemple Sarah Knafo que je trouve admirable, ou Marion Maréchal, des choses comme ça. Voilà, il y a des personnes dont je me dis elle est vraiment top et je me reconnais dans son discours. C'est que tu te reconnais en fait dans ce qu'ils disent. C'est ça. Mais si demain ces personnes-là font quelque chose qui va totalement à l'encontre de ce en quoi je crois et ce pourquoi je me bats, je dénoncerai totalement. D'accord. Donc toi, c'est plus idéologique. Oui. Du coup, une opposition à l'idéologie woke et LGBT, ça va découler plutôt de mon amour pour la vérité. Parce que ça me dérange fortement qu'on aille dans cette démarche un peu transhumaniste, expliquer que un homme peut être femme, une femme peut être homme, et puis au final, le sexe, ça n'existe pas vraiment, tout ça vient du ressenti, et puis il faut se battre pour que les enfants aient accès aux piqûres hormonales. Et puis il y en a aussi qui vont jusqu'à défendre l'idée que les adolescents devraient pouvoir subir des opérations de changement de sexe. Donc faut bien dire, hein, c'est de la boucherie. Voilà, on va mutiler leur sexe pour leur mettre un simili pénis ou une simili vulve qui n'en seront jamais vraiment en fait. Et on va leur dire voilà, maintenant tu es un homme ou maintenant tu es une femme. Non, c'est pas le cas. En revanche, on peut reconnaître la souffrance de la personne. Il y a des personnes qui sont vraiment persuadées d'être nées dans le mauvais corps. Elles ont cette croyance-là. Je suis totalement pour qu'elles bénéficient de soins psychiatriques. Et je veux qu'on reconnaisse effectivement la souffrance de ces personnes-là. Évidemment, je suis pas un monstre. Mais je ne veux pas qu'on aille nous vendre quelque chose qui n'existe pas. Ouais, en ce moment, c'est un peu un sujet dont tout le monde commence à parler. Moi, j'avais reçu Vincent McDoom qui est aussi un peu dans ce contre le wokisme. D'ailleurs, ils se connaissent avec Johan. Oui. Ils ont un peu la même vision des choses. Et puis, plus ça va, plus je vois dans les médias qu'on parle. C'est un sujet qu'on parle beaucoup, le wokisme, qui, je pense, parce qu'on le voit, moi, quand je vous entends tous parler, c'est un sujet qui était tabou avant et qui aujourd'hui est de plus en plus étalé dans les journaux, dans les émissions et tout ça. Tu penses que c'est une volonté? Oui, pour moi, oui. Il y a, on voit George Soros, par exemple, qui est un monsieur avec beaucoup d'argent, qui finance justement certaines associations, certains médias qui vont un petit peu dans ce sens-là. Voilà, je pense qu'il y a le progressisme de toute façon en termes en termes capitalistes, c'est quelque chose de super intéressant pour les lobbies pharmaceutiques. C'est la poule aux œufs d'or d'aller raconter aux gens qu'avec des petites piqûres, des cachets, des mutilations, ils peuvent devenir d'un autre sexe. Donc tu penses que c'est plus question financier, pharmaceutique, laboratoire, parce que ça leur apporte de l'argent, donc ils incitent les gens. Non, je sais pas, c'est parce que je rebondis sur ce que tu me dis. Donc, oui, je pense qu'il y a de ça. Mais après, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Il y a pas que ça. Il y a des gens aussi qui ont des convictions. On a pu voir, par exemple, fut un temps, il était question. Alors, c'était des grands penseurs de gauche, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Il était question de justifier la pédophilie. Parce que eux, ça correspondait à leur idéologie et ils sont allés jusqu'à faire des tribunes, rédiger des tribunes dans ce sens-là. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a cette recherche d'accès au corps de l'enfant. Donc déjà en lui mettant dans le crâne qu'il peut être tout ce qu'il veut. Ouais, donc ça, tu penses qu'on a beaucoup changé
La mentalité, Ça, alors, en France ou pas forcément en France, a beaucoup changé. ça me fait peur, ouais. Et ben, on voit bien ça arrive dans un premier lieu aux États-Unis, Oui. généralement, ou en tout cas dans les pays anglo-saxons, puis ça arrive en France. Et là, on voit déjà que ça évolue très vite. Et je surveille beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a de plus en plus d'activistes qui défendent la sexualité de... alors, comment ils nomment ça c'est personnes attirées par les enfants, par les mineurs. Donc voilà, ils sont en train d'avancer ça comme une orientation sexuelle. Et que tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas à condamner. Et puis, c'est des personnes qu'il ne faut pas juger. Et voilà, on retombe dans ce relativisme moral où il y a plus de bien, plus de mal. Ouais, on banalise. Quelque part, tu veux dire qu'on est en train de banaliser des choses qui seraient peut-être pas acceptables et qu'aujourd'hui, ils veulent... Ouais, et c'est ça que tu... il y a plus de tabou. C'est ça, on banalise ça. Faut pas que ce soit tabou. La personne souffre, donc il faut en parler. Et puis, au final, c'est presque normal d'être attiré par. Voilà. Donc ça, ouais, c'est moi quelque chose qui te dérange. Ouais. ça me dérange. Ça me dérange totalement. Donc ça, c'est ton premier combat ou t'en as combien quelque part? Oh là. Ben, mon combat est très large en fait, puisque voilà. Quand tu te reconnais plus dans cette France, c'est ça que tu veux dire? C'est pas la France dont tu as rêvé, donc La France que j'aime existe toujours. D'accord. Elle existe toujours et je fais tout pour qu'elle résiste. Mais je me reconnais pas effectivement dans ces nouveaux mouvements. Après, à l'échelle individuelle, que des adultes et certains délires, j'ai envie de dire, ils sont responsables d'eux-mêmes, ils sont adultes. Mais je pense que le cœur vraiment de ce qui m'anime, c'est la protection des plus jeunes. Voilà, quand on voit qu'il y a des lobbies qui ont accès à... alors, j'ai vu par exemple, c'était un sexologue non binaire qui est intervenu dans un collège auprès d'une classe de 5e. Donc, initialement pour leur parler des règles. Donc, pourquoi on prend un homme je veux bien qu'il soit non-binaire, mais biologiquement, c'est un homme. Pourquoi on prend oui, donc il sait pas de quoi il parle. En gros, c'est ce que tu voulais dire. C'est ça. Donc, qui vient parler des règles dans une école, dans une classe de 5e. Et puis, au passage, en fait, il va en profiter pour mettre des petites graines. Donc, expliquer... au lieu de parler des femmes, il va parler de personnes à utérus. Il va sous-entendre que des hommes peuvent avoir leurs règles. D'accord. Voilà, si tant est que cette femme se sente homme, c'est un homme qui a ses règles. Et voilà, et on va dire ça à des jeunes esprits. Et pardon, mais le réel existe et surtout le réel est constituant. Et les limites sont constituantes aussi. Le corps a des limites. Les fantasmes qu'on peut avoir, l'idéal qu'on peut avoir va se confronter à des limites et c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble et qu'on peut apprendre à s'approprier la frustration et à trouver d'autres moyens de satisfaire nos envies et nos ambitions personnelles. Je sais pas si là je pars peut-être un peu en mode philosophe. Mais justement, quand j'avais reçu Johan, il venait faire une action dans une école élémentaire, il me semble, où il y avait justement des drag queens qui expliquaient, qui parlaient de sexualité à des enfants de 4 ans, 5 ans, je sais pas. Oui, alors c'était dans une bibliothèque, il y avait un atelier de lecture drague qui a lieu. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on appelle un chat. Les drag queens, ce sont des travestis. Donc, c'est un atelier de lecture de travestis auprès des enfants. Quels parents trouvent ça normal? On sait très bien que ce monde-là, donc qu'aujourd'hui on appelle drag queen parce que l'anglicisme permet de glamouriser ce milieu-là. Mais c'est un univers très sexualisé, on le sait. Les drag queens ne se contentent pas de mettre du rouge à lèvres, c'est souvent des mini-robes, oui, elles sont pas très habillées. des talons, c'est ça.
Quel intérêt? Pourquoi on a besoin que ce soit ces personnes-là qui lisent auprès des enfants? Pourquoi pas des clowns? Fut un temps, il y avait des clowns qui étaient auprès d'enfants. Bon, c'était rigolo, c'était innocent, mais il y a toujours ce rapport au sexe, en fait, qui est mis en avant auprès des jeunes. Donc, Johan, à juste titre, les a interpellés lors de cet atelier-là. Et puis ça a fait grand bruit. Oui, j'en ai entendu parler. Et voilà, mais ça a encore lieu. Il y a quelques mois, il y avait un atelier de lecture de drag queen à la Gaîté Lyrique qui avait lieu. On a voulu en discuter avec les responsables de l'événement et les responsables de la Gaîté Lyrique. On n'a jamais eu de réponse. On les a interpellés sur place. Ils ont dit écrivez-nous un mail. On a écrit un mail. Pas de réponse. Donc en plus, on n'a pas le droit de discuter cette idéologie-là et ces démarches. Donc toi, comme Johan, vous êtes très sur la protection des mineurs. Ouais. Enfin des enfants d'une manière générale. Tu as dit que tu avais travaillé dans le social et tu avais travaillé avec eux justement. Quel âge ils avaient les personnes avec qui? Ouais, alors. Et c'était quelle catégorie sociaux? Mes 2 expériences principales, ça a été dans un foyer d'accueil d'urgence pour adolescents. D'accord. Donc entre 13 et 18 ans. Quand je dis foyer d'accueil d'urgence, c'est que en fait on servait de lieu de mise à l'abri pour des jeunes qui étaient à la rue ou des jeunes qui étaient en attente d'un lieu de placement plus pérenne. Donc ce qui fait qu'on avait beaucoup de jeunes fugueurs par exemple. Et après on avait beaucoup aussi de ce qu'on appelle mineurs non accompagnés. C'est-à-dire que ce sont des mineurs étrangers qui sont sur le sol français et qui n'ont pas là où dormir. La problématique, c'est que c'est du déclaratif. Souvent, ils n'ont pas de papier d'identité sur eux. On ne peut pas vérifier leur âge. Donc, j'ai été amenée plus d'une fois à travailler auprès de jeunes d'une bonne trentaine d'années. Ça se voyait physiquement, notamment. Voilà, avec l'équipe éducative, entre nous, on l'appelait papa. Il y avait des rides et des cheveux gris. Enfin, c'est absurde, totalement absurde. Donc j'ai eu cette expérience-là. Et puis j'ai eu l'expérience aussi auprès d'un tribunal, je vais pas dire lequel. J'ai été éducatrice de protection judiciaire de la jeunesse. Ah d'accord. Donc j'accompagnais des mineurs dits délinquants qui étaient présentés à un juge. Dans le cadre de leur déferment, je les accompagnais. Donc tu connais bien le milieu en fait. Ah, je connais très bien. Je connais le milieu social. Je connais ces pauvres jeunes en souffrance. Je connais ces jeunes de cité. Je connais ces mineurs qui arrivent en France et qui ne connaissent pas. Donc du coup, on va dire que dans ton combat quelque part, tu peux te sentir légitime parce que tu connais bien de quoi tu parles. Ah totalement. Je connais très bien et j'ai été amenée à collaborer avec certaines associations, certaines structures, voilà, dont le parti pris politique et idéologique était plutôt évident. Mais du coup, t'as basculé. Sur le moment, ça a été très dur. C'est parce que c'est même pas ces expériences-là qui m'ont fait basculer. Ah, c'est pas ça. Parce que en fait, il y a cette facilité à gauche. C'est super pratique de se dire non mais c'est la société. Non mais voilà, si par exemple cet adulte qui se fait passer pour un mineur c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce qu'en fait il est en grande souffrance et puis il faut l'aider malgré tout. Ce mineur qui est déféré pour la 10e fois pour des faits de violence. En fait, c'est parce qu'il est en souffrance et puis il vit en cité, donc il n'a pas forcément les codes. Et puis ses parents, peut-être qu'ils sont en grande difficulté eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas l'éduquer. On trouve toujours des excuses. C'est vraiment l'apologie de l'excuse et c'est la faute de la société. De toute façon, la société, c'est vraiment j'adore, c'est cette entité qu'on ne peut pas montrer du doigt et qui est par contre responsable de tous les maux. C'est super pratique. Et du coup, à un moment donné, t'étais plus en accord avec ça et tu t'es dit... Ouais, j'étais plus en accord. Donc il y a eu cette affaire Quatennens qui m'a détournée de LFI. Mais
comme je considérais être quelqu'un de bien et ne pas être nazi, ne pas vouloir tuer des gens pour ce qu'ils sont, je me croyais toujours de gauche. Alors, je suis allée notamment c'était une conférence de Besancenot. Je suis allée aussi me renseigner sur différents partis en fait de gauche et je me reconnaissais pas et je regardais voilà des prises de parole et tout ça sonnait faux et maintenant je m'autorisais à checker un petit peu la cohérence des discours. Je prenais plus le discours d'un personnage politique comme parole d'évangile. Si tu me sors tel chiffre, eh ben je vais aller vérifier si ce chiffre est vrai. Et j'ai vu pas mal d'incohérences et dans le même temps, je me suis ouverte au discours de droite, ce qui était inédit pour moi parce que on était, je dis à gauche, en tout cas dans la gauche que j'ai connue, il y avait cette interdiction de prêter la moindre attention au discours de droite. Donc si, je sais pas, on regarde la télé, il y a Bardella qui arrive, on change de chaîne. On ne prend pas la peine d'écouter ce qu'il a à dire. Parce que ils veulent venir dans notre esprit, parce que ce sont des grands menteurs et des grands séducteurs et il faut surtout pas se faire avoir. Alors hop, on change de chaîne. Bon, j'ai fini par comprendre que j'avais un cerveau et un esprit critique, donc j'ai aussi écouté des discours de penseurs de droite, voire dits d'extrême droite. L'extrême droite n'existe pas aujourd'hui en France, ou alors très peu, mais voilà, j'ai ouvert mes chakras. Et horreur malheur, je me suis reconnue dans des discours dits extrémistes à droite. Donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de l'assumer parce que je culpabilisais, je trouvais que j'étais en fait peut-être une horrible personne. Et puis il y avait tout un coming out à faire en fait au final auprès de mes proches. Donc je gardais ça pour moi. Et il y a eu deux choses qui se sont passées à peu près en même temps. Il y a eu, j'ai constaté les violences que des militants de droite subissaient de la part de la gauche. Donc ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, une de mes valeurs importantes, c'est la justice. Et je trouve ça injuste. Pour moi, la violence, c'est l'injustice au possible. Donc ça me plaisait pas du tout. Et dans le même temps, l'autre forme d'injustice que j'ai constatée, c'est envers Dora Muto et Marguerite Stern. Donc je sais pas s'il faut expliquer qui elles sont. Tu peux expliquer. Ce sont nos auditeurs. Ouais. Ce sont d'anciennes militantes féministes de gauche. Donc Marguerite Stern était chez Femen. Dora Muto, elle avait son compte sur la sexualité féminine. Elle avait aussi, elle travaillait aussi pour un journal féminin. Voilà, donc elles étaient toutes les deux des figures assez importantes dans le féminisme à gauche, jusqu'à ce que la question trans arrive. Et elles, notamment en tant que féministes, ont défendu l'idée que un homme qui met une robe et du rouge à lèvres n'est pas une femme. Qu'un homme, même qui se fait couper les parties et qui se fait charcuter de façon à avoir un orifice entre les jambes, n'est toujours pas une femme. Voilà, c'était important pour elle de bien garder la différence entre les sexes. Et à partir de là, elles ont été lynchées sur la place publique. Elles ont subi énormément de menaces. Elles ont perdu des contrats avec des partenaires. Je sais pas comment elles ont survécu à tout ça. Elles y ont survécu difficilement, puisqu'elles-mêmes ont témoigné avoir traversé des phases de grosse dépression, mais des menaces de mort, mais qui se sont concrétisées quand même par des transactivistes qui les ont attendues. Voilà, parce que entre-temps, elles ont écrit ensemble un livre, Transmania, qui est un livre superbe, où elles ont fait une enquête sur l'idéologie trans et ses dérives. Donc, quelque chose de vraiment très travaillé. C'est pas uniquement un manifeste contre l'idéologie. Non, elles ont fait un travail, elles sont allées chercher des études. Et... Voilà. Ce livre-là, évidemment, a été... Oui, censuré, j'imagine. Ah là là, largement censuré. Même la mairie de Paris s'y est mise. D'accord. Je crois que c'est Grégory Doucet, d'ailleurs, notre nouveau maire, qui a censuré une campagne d'affiches publicitaires
pour ce livre. Et du coup, lors d'une séance de dédicace du livre, il y a des transactivistes qui ont attendu devant le lieu de la dédicace avec des matraques, des choses comme ça. D'accord. Donc la police, heureusement, est intervenue. Après, je sais pas. Enfin bon, elles ont vécu plein de choses. Je sais qu'elles ont monté une chaîne féministe. Féministe, voilà, parce que j'ai vu, je crois qu'il y avait Vincent McDoom, je crois. Oui. Donc du coup, j'ai vu, c'est comme ça que moi je les ai connus. Ah oui. Et c'était drôle qu'elle l'ait invité justement parce que lui il porte des robes. Mais oui, mais c'est pas pour autant qu'il va essayer de gaslight la population en disant je suis une femme. Oui. Donc, enfin, et puis moi je suis un peu comme ça. Je m'en moque si un homme veut mettre une robe. Bon, je trouve pas ça esthétique sur tous les hommes, mais en soi je m'en moque. C'est pas un problème. Mais qu'on n'aille pas me dire que qu'il y a pas de différence entre les sexes, que les rapports hommes-femmes ne sont pas quand même un minimum codés. Voilà, c'est tout. Et du coup, en constatant ce que subissaient Dora et Marguerite, je me suis dit, va falloir que je m'engage. Parce que... c'est quand même le parcours de ces deux femmes qui a été le dernier... Oui. Le point de bascule. En fait, ça a été la goutte d'eau. Voilà, je voyais la violence que subissait la droite au quotidien. Je voyais que ça s'en prenait de plus en plus aux femmes, que les violences augmentaient. Et là, je me souviens très bien, c'était une story de Marguerite Stern qui disait, voilà, vous êtes beaucoup à demander comment vous pouvez m'aider et tout. En fait, prenez la parole aussi. Parce que c'est gentil de nous envoyer des messages, mais on est toute seule à tout porter sur nos épaules, à porter toute cette violence. Je me suis dit, bah oui, en fait, c'est facile de leur envoyer un message en privé, de dire bravo, je pourrais pas faire ce que tu fais, mais voilà, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, je suis en mesure de militer moi aussi, alors pourquoi je le fais pas? D'accord. Donc je me suis engagée. Je comprends. Et du coup, tu dis t'as pas d'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais avoir des enfants? C'est quoi J'en rêverais. Tu aimerais malgré tout avoir des enfants? Ah oui, j'en rêverais moi. D'accord. Je crois que ça doit être mon plus grand rêve dans la vie après. Ça te fait pas peur du coup par rapport à tes combats et tes convictions, tu te dis que... Après je m'adapterai, c'est sûr que si un jour j'ai la chance d'être maman, j'irai pas faire des actions coup de poing sans protection et risquer de me faire tuer. Hein. Il y a récemment un jeune homme de droite qui est mort des violences des Antifa. Oui, on a entendu dans les... Voilà. Donc je sais que ça peut arriver. Et le but quand on fait un enfant, c'est pas de le laisser avec un seul parent. Oui. Donc non, le jour où j'en ai, ils seront la priorité dans ma vie. Pour l'instant, j'en ai pas. D'accord. Camille, moi j'avais une question. Enfin, j'ai plusieurs questions du coup, notamment sur des sujets d'actualité, mais on parlait des médias. Est-ce que vous avez du soutien de la part des médias? Oui, certains médias nous relaient. Je pense notamment à Frontières, qui a vraiment explosé dernièrement. CNews aussi, Europe 1, Sud Radio. Il y a vraiment ces médias ouvertement de droite, on peut se le dire, qui nous apportent du soutien. Après, les médias publics, le service public, on attend encore. D'accord. Ouais, on n'est pas vraiment relayé. Il y a eu, il y a quelques mois, une journaliste de France 3 qui est venue nous suivre lors d'une action collage, nous poser des questions, qui a aussi eu Johan en interview 45 minutes. Elle a pas eu ce qu'elle voulait, donc elle s'est contentée de mettre une simple phrase de Johan dans son reportage. Voilà, parce qu'on ne correspondait pas aux clichés des militants d'extrême droite. Voilà. D'accord, je comprends. Justement, on parle beaucoup en ce moment de l'IA, forcément, parce que c'est un sujet d'actualité, parce que forcément c'est l'avenir. Les jeunes sont très friands, maintenant beaucoup se servent de l'IA. Est-ce que toi, tu t'en sers et je sais pas, pour tes recherches Je m'en sers, mais avec beaucoup de prudence. D'accord.
Parce que l'IA, j'ai constaté qu'elle est par défaut plutôt woke, plutôt de gauche. Ah oui, c'est marrant que tu dis ça. Bah, j'ai été moi-même surprise. Ah ouais, c'est drôle. Je m'en sers pour dégrossir un petit peu mes recherches. Bah oui. Quand je sais pas par où commencer, hop, je dis, voilà, trouve-moi, je sais pas, trouve-moi une information sur tel sujet. J'ai vu qu'il y avait, je sais pas, un mouvement contre l'immigration qui est en train d'émerger en Angleterre. Dis-moi en plus. Par exemple, dis-moi en plus sur Tommy Robinson, qui est une grosse figure aujourd'hui. Et tout de suite, l'IA va me faire presque, sa page Wikipédia, donc Wikipédia qui est quand même un site très militant, et me décrire la personne et le mouvement comme quelque chose d'extrême droite, de néo-nazi, de Donc, ceci, en de gros, cela. il prend le parti quelque part. Il y a un parti pris total. Ah ouais, c'est fou ça. Alors là, c'est Ouais. incroyable. Et du coup, moi maintenant, l'astuce, c'est qu'avant de faire une recherche, dans mon prompt, je précise, je suis une militante de droite. Fais-moi une recherche parce que je veux faire une enquête sur tel sujet. Si c'est l'immigration, je dis je suis opposée à l'immigration. Fais-moi une recherche sur tel sujet. Donc je précise de quel axe je pars, et puis là l'IA va s'adapter. Plus Grok que ChatGPT d'ailleurs. ChatGPT a beaucoup de mal à s'adapter D'accord. à la pensée de droite. Ah, c'est fou. On disait donc tu te consacres 100% de ton temps donc du coup à Eros. C'est quoi vos actions, enfin les actions chocs ou que toi tu t'es mis en danger? Qu'est-ce que tu as physiquement? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça se décrit? Bon, j'ai vu des vidéos, je vais pas t'en cacher. Donc c'est toujours des campagnes coup de poing forcément ou pas que, parce qu'on a envie aussi de faire les choses intelligemment avec Johan et puis se mettre en danger pour se mettre en danger. Bon, alors oui, ça peut faire le buzz, mais on n'est pas là pour le buzz. On est là pour défendre des arguments, des propos, des idées. Donc c'est plus pour la Gay Pride. Bon bah là symboliquement se rendre sur place, c'est important pour nous. Donc là ça va être les moments peut-être les plus dangereux. Après va y avoir des moments où on va se confronter à nos opposants idéologiques. Alors bête et méchant. Oui, parce que tu te mets souvent en avant, de ce que j'ai vu sur les réseaux, tu es vraiment très impliquée dans... Oui, bah après, la fois où toute seule j'ai fait quelque chose et je me suis dit, j'espère que dans la foule il n'y a pas de gens trop dangereux. C'était une manifestation en soutien au peuple iranien avec l'association OMA à Paris. Voilà, ils ont fait une marche. Donc dans les grandes lignes, le peuple iranien est victime de son propre gouvernement islamiste qui tue ses citoyens. Et du coup, je suis allée à cette manifestation-là. Je suis montée sur le camion et j'ai fait une petite action. Donc là, cette fois, j'avais un voile que j'ai retiré et j'ai montré mon t-shirt sur lequel il y avait écrit Fuck Khamenei, qui était le dirigeant du gouvernement terroriste d'Iran. Et c'est vrai que là, j'ai eu un peu peur parce que pour le coup, j'étais vraiment toute seule pour faire cette action. J'étais pas cachée derrière Johan Power, voilà, là c'était à moi de tout prendre. Mais ça s'est très bien passé. Et voilà, il n'y avait pas de personnes malveillantes dans le public. Ou en tout cas, elles n'ont pas eu accès à moi. C'est très bien. Ouais. Pourquoi tu aimes tant ton pays? Parce que mon pays, c'est ma maison, c'est ma famille élargie. Pour moi, un citoyen, il grandit en s'imprégnant de son environnement, en s'imprégnant de la culture de son pays. Alors, dans la culture française, pardon, mais elle est merveilleuse, que ce soit sur le plan intellectuel, philosophique, culinaire, évidemment, architectural. Enfin, on a été à l'avant-garde de tellement de belles choses, et même sur le plan purement humain, on a élevé notre civilisation, la civilisation européenne. Le peuple français, pour moi, était, et peut-être encore un peuple très noble et très exigeant envers lui-même, qui cherche toujours à faire mieux, qui refuse la médiocrité. Et moi, j'ai un amour
pour cette mentalité-là, cet esprit-là. Et puis après, il y a cet amour presque au-delà du rationnel. C'est simplement, c'est ma famille, c'est ma maison. Qu'aujourd'hui, tu considères ne plus reconnaître. De moins en moins. J'arrive à reconnaître encore un petit peu ma maison quand je m'expatrie en province. Voilà, il y a certains lieux de province où on reconnaît encore la France. Paris, c'est mort. Paris, pour moi, on est annexé totalement. C'est plus la France et beaucoup de grandes villes aussi sont dans ce cas-là. Et est-ce que tu penses que c'est typiquement la France ou ça dévie sur d'autres pays? Est-ce que tu penses que c'est l'Occident, à mes yeux. Bon, surtout l'Europe. L'Europe, on a vraiment cette culture de la culpabilité blanche. On nous a rentré comme ça dans le crâne que oui, il y a eu de l'esclavage qui a été fait par les blancs. Alors évidemment, on ne nomme pas l'esclavage arabo-musulman. Il y a eu les colonisations. Voilà. Et donc du coup, le peuple européen et occidental a cette espèce de dette morale envers les personnes dites racisées. Qui ces générations-là n'ont pas subi d'esclavage de notre part ou quoi que ce soit. Et ce qui fait qu'on ne défend plus qui on est, on ne défend plus certaines limites, certaines frontières, parce qu'on ne s'en sent pas légitime. Donc je pense que oui, l'Europe est en train de se perdre totalement. Et puis l'Occident qui est le grand méchant et qui est responsable de tous les maux de l'humanité. Donc qui ne peut pas se défendre quand il est attaqué et envahi. Et Camille, tu te vois où dans 20 ans? Mon côté optimiste a envie de se voir dans une petite ville française avec une maison de campagne, plein d'animaux et surtout plein d'enfants, avec un mari avec qui tout se passe bien. Mon côté un peu plus rationnel se dit que c'est plus probable qu'il y ait une expatriation à un moment. Si la France ne se relève pas, n'est pas capable de se défendre à un moment et continue de se faire envahir et dénaturer, je n'aurai aucune vergogne à m'expatrier. Je pense notamment à la Pologne, par exemple. C'est un pays dont l'identité et les valeurs font écho en moi. D'accord. Donc voilà, peut-être plutôt un pays de l'Est. Un pays de l'Est. Ouais, un pays chrétien aussi, c'est important. Est-ce que du coup, bon, je sais pas si on peut en parler ou pas en parler, les prochaines actions, tu peux dire parce que sinon, je sais pas, alors Eros va se développer, j'imagine, un peu dans les grandes villes de France. On peut dire ça en tout cas. Eros là est en plein essor. D'accord. Vraiment, et avec Johan, je me permets le terme, mais on tabasse. C'est une image, on va frapper personne, mais on y va, on travaille énormément et on a des actions. J'ai tellement hâte, je peux pas en parler. Oui, bien sûr, d'accord. Mais vous avez fait plein de choses. On a du très lourd. D'accord. Du très très lourd qui arrive là sur l'année. En fait, la seule difficulté, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens financiers et de moyens humains pour tout faire tout de suite maintenant. Mais ça va arriver. D'accord. Et un jour te lancer dans la politique? Pourquoi pas? Non, c'est pas dans ton objectif. Moi non, c'est pas du tout dans ma mentalité parce que voilà, quand on se lance en politique, souvent on doit appartenir à un groupe. Et puis on est souvent redevable d'une personne, d'une autre. Et non, j'aime bien le terrain. Après, pourquoi pas en backup d'un personnage politique. Là, le jour où Johan Power sera ministre de l'éducation, je veux bien travailler pour lui, mais sinon, non. Et on dit souvent dans les collectifs, il y a forcément des... Enfin, vous êtes, je sais pas, c'est comment être dans ce collectif? S'il y a des personnes qui veulent se joindre à vous, ils font comment? Alors pour se joindre à nous, c'est très simple. Hein, vous allez sur le site internet, il y a un formulaire de contact.
Et puis il y a un entretien, donc c'est moi qui m'en charge, un entretien téléphonique pour voilà vérifier les motivations et puis la cohérence entre le profil et le combat d'Eros. Et là, voilà, si la personne est suffisamment déterre pour militer avec nous. Et puis après, en fait, dans l'ambiance générale, c'est très chill. Chez Eros, alors je sais qu'on a une image un petit peu du militantisme de droite, mais nous, il y a des hétérosexuels, des homosexuels, des bisexuels, des hommes, des femmes, des noirs, des blancs. On a d'ailleurs notre premier militant transsexuel, donc comme quoi, voilà, même des personnes trans se reconnaissent. Oui. Tout le monde se reconnaît enfin, se parle, comme encore une fois, comme je te disais, on est tous différents, mais on a tous nos idées, et c'est pas parce que on est LGBT qu'on doit forcément être adhéré à la cause LGBT, et que parce qu'on est noir, on doit adhérer. Voilà, il y a plein de choses qui fait que on reste humain, on a sa faculté de penser. Mais parce que, enfin, c'est vrai que comme on a cette image qui est pas 100% fausse, voilà, on dénonce les dérives de l'immigration, on met en avant la culture française, on dénonce les dérives trans. Donc des personnes qui sont issues de l'immigration et dont ça se voit visuellement peuvent se dire est-ce que j'ai ma place ou pas. Oui, mais en fait des personnes trans se disent est-ce que j'ai ma place ou pas. À partir du moment où on est d'accord en termes d'idées, oui. Tout le monde est bienvenu. Je suis contente de laisser libre parole à tout type de collectif, à tout type d'idées, d'opinions, pour laisser libre cours à nos auditeurs de se faire leur propre opinion, de vous rejoindre, de pas vous rejoindre. Si il y a des méchants, pas des méchants. Finalement, chacun se fera sa propre opinion. Mais c'était important. On est des médias, on doit laisser la parole à tout le monde. Voilà, s'ils ont envie de vous rejoindre, ils se feront leur propre opinion, ils feront leurs recherches, et c'était ça l'objectif. C'est que chacun puisse être libre d'exposer son point de vue. On adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas, c'est bien de mettre en lumière tous les collectifs. S'informer. Et s'informer. Et après, on se positionne chacun comme on veut. Voilà. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, le but du collectif Eros ? Oui. On met en lumière ce qui se fait parfois un peu dans l'ombre. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait, nos actions. On ne vous demande pas d'être d'accord avec les conclusions qu'on en tire. Mais au moins, vous savez. Voilà, écoute, merci beaucoup Camille. Merci à toi. J'ai adoré cet échange. Écoute, plaisir partagé. Merci.